Quelques débris de l'épave témoignent de la violence du naufrage. Des policiers récupèrent une dépouille que les vagues ont déposée sur la plage. Les recherches sont lancées pour trouver des survivants, mais la mer agitée complique les opérations de sauvetage, tant pour les motomarines que pour les plongeurs. 80 personnes ont été rescapées. Les secouristes de la Croix-Rouge leur ont fourni des couvertures avant qu'ils n'embarquent à bord d'autobus pour leur prochain voyage. Une soixantaine de personnes ont perdu la vie selon le dernier bilan provisoire, du nombre des enfants et un poupon âgé de quelques mois seulement. C'est une tragédie que de voir ces scènes déchirantes d'enfants emportés par les eaux, dit le maire de la localité. Le périple en partance d'Izmir, en Turquie, aurait duré de 3 à 4 jours avant de se terminer brutalement à Cutro, en Calabre italienne. Le voilier en bois surchargé se serait fracassé sur un rocher. À bord, des passagers ont raconté qu'ils étaient environ 150, originaires d'Afghanistan, du Pakistan, d'Iran et de Somalie. Leur nombre pourrait même s'élever à plus de 200 migrants, selon les pompiers, ce qui laisse croire que d'autres victimes demeurent introuvables. Je prie pour les survivants et pour ceux qui manquent à l'appel, a dit le pape François. Cette tragédie renforce nos convictions que la seule manière d'arrêter ces événements est de mettre un terme au départ en mer, estime ce député du parti au pouvoir. Le gouvernement italien de droite radicale vient d'adopter un décret controversé pour freiner l'afflux migratoire en limitant l'intervention des ONG en Méditerranée centrale. Cette route maritime, la plus dangereuse au monde, a coûté la vie de plus de 20 000 migrants depuis 2014. Ici Jean-Philippe Hughes, Radio-Canada, Montréal. Et je poursuis avec mon collègue Xavier Savard-Fournier, qui a passé quelques semaines en janvier à bord du navire de Médecins sans frontières qui mène des opérations pour rescaper des migrants en Méditerranée. Alors Xavier, donc c'est une nouvelle tragédie qui nous rappelle que la crise migratoire dans cette région est loin d'être terminée et qui nous montre aussi les risques énormes que prennent ces migrants et que vous avez pu constater vous-même. Des risques qui sont de plus en plus énormes, en fait. L'exemple de ce cas très précis est frappant. C'est un bateau qui part de la Turquie, qui va se rendre en Italie. Habituellement, on part de la Turquie, on va vers la Grèce parce que c'est tout juste à côté. Et là, dans ce cas-ci, on va se rendre encore plus loin. Et ça, c'est lié notamment à des enjeux de contrôle, à des enjeux de surveillance. Et il serait intéressant de savoir pourquoi ces gens ont décidé de prendre ce chemin si long, plusieurs jours en mer. Un bateau de pêcheur, dans ce cas-ci, un bateau en bois qui peut renverser assez rapidement. Et dans ce cas-ci, il faut rajouter la mer. En plus, une opération de soir pour potentiellement éviter les contrôles. Vraiment une situation très, très, très risquée. Et un bateau qui est parti en pleine nuit, justement, pour éviter les contrôles. Justement, c'est cette politique de sécurité en mer Méditerranée qui se fait du côté de la Turquie, qui se fait du côté de la Grèce et ce qui se fait également entre la Libye et l'Italie, où moi j'étais particulièrement avec le bateau de Médecins sans frontières. C'est lié au financement de l'Union européenne, l'agence Frontex également, qui protège les frontières justement en mer Méditerranée. Et tout ça crée une situation où les personnes quittent des zones déjà tellement compliqué, tellement complexe qu'on veut absolument se rendre quelque part où on aura une chance de survie. Et les gens, souvent dans les bateaux, ils sont au-delà du désespoir. Ils se pensent en fait déjà morts et ils espèrent simplement retrouver quelque chose de mieux rendu là. Et donc, plus de contrôle amène ces migrants à prendre davantage de risques. Et on parlait de l'Italie dans le reportage et de son décret qui limite les interventions des navires humanitaires là, en haute mer. Et d'ailleurs, l'ONU a critiqué cette loi ou ce décret en disant que ça allait entraîner davantage de morts. Et là, c'est ce à quoi on assiste aujourd'hui. C'est l'ironie du jour, ce décret qui empêche les multiples opérations de sauvetage en mer. Avant, un bateau comme celui de Médecins sans frontières allait pouvoir se déplacer, ramasser plusieurs bateaux en même temps avant de ramener les gens vers un port sûr. Aujourd'hui, c'est une opération en mer, c'est un seul port sûr et immédiatement, on doit quitter la zone. Et double ironie peut-être du sort, le Géo Barents de Médecins sans frontières est justement hacké, coincé en détention administrative pour ne pas avoir envoyé assez de documentation lors de son dernier sauvetage. Et ce que les organisations comme Médecins sans frontières disent, c'est plus on passe de temps à quai, moins on passe de temps en mer et que potentiellement, des occasions comme aujourd'hui, des situations tragiques comme aujourd'hui pourraient être évitées. Et ça, c'est le bateau sur lequel vous êtes allé, justement, de celui de Médecins sans frontières. Oui, et même moi, personnellement, pendant un moment, on croyait pouvoir, ou du moins, on croyait peut-être être arrêté en raison du fait que Médecins sans frontières a défié ce fameux décret. On a fait de multiples opérations de sauvetage, 3 dans le cas où j'ai pu observer 237 personnes migrantes finalement arrivées en Italie, au-delà des 69 qui étaient dans la première intervention, des interventions que les
les images ne montrent pas, mais l'odeur de l'essence qui est très, très forte. Et c'est le cas sur les bateaux pneumatiques, mais c'est le cas également probablement sur les bateaux comme on a vu aujourd'hui sur cette triste tragédie, où les interventions deviennent, peu importe le jour, la nuit, les fortes vagues ou non, des situations très, très, très risquées pour n'importe qui, même si ça peut avoir l'air très simple en mer Méditerranée. La détresse et la misère, hein? Vous l'avez vu. Merci beaucoup, Xavier.